dans cette guerre qui se joue également sur le terrain de la communication. Cette séquence où l'on voit l'armée russe qui se filme à Severodonetsk pendant les combats. Regardez. Отходим, Барс, отходим, Барс! Черный! Держу! Готов! Барс, отходи, отходи, отходи! Держу, держу, держу. Échange de tirs dans les bois, filmé par les soldats russes qui doivent avoir une sorte de GoPro pour se filmer en pleine action. Quel est l'intérêt de diffuser de telles images? Bon, alors là, très honnêtement, d'abord, l'adversité est incertaine. Moi, je vois effectivement des soldats russes tiraillés. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient engagés dans un combat corps à corps. Grosso modo, ils se font plaisir. Alors ça peut avoir une vocation propagandiste, ça peut alimenter éventuellement des émissions spéciales pour montrer à quel point nos petits gars sont valeureux. Mais ça n'a tellement rien à voir avec ce qu'est la vraie nature, style Première, Deuxième Guerre mondiale, de ces combats d'artillerie, par exemple de l'écrasement des villes et des campagnes sous une pluie de fer, de feu et d'acier, que moi, j'y accorde pas une énorme importance. Et très franchement, pour terminer, le soldat venu de sa lointaine Bouriassie ou du Daghestan, lui, il n'a pas du tout envie de jouer à ça. La guerre n'est pas un jeu vidéo et ils le savent. Oui, là, on n'est pas dans la vraie guerre. On n'est pas dans la vraie guerre. D'abord, on ne voit même pas d'ennemis. Donc, effectivement, je me suis demandé si on n'est pas au champ de tir, une séance d'entraînement. Voilà. Donc, je pense qu'en termes de communication, elle est particulièrement mauvaise et pas du tout significative. Donc, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Vincent. Patrick Martin-Génier. Oui, effectivement, je crois qu'on s'est aperçu que cette guerre était aussi une guerre de communication. On a des grandes difficultés, cela vient d'être dit, qui avance, qui recule. On ne sait pas. Certains, on voit le président Zelensky ce matin qui lui dit non, nous allons continuer à résister. Nous sommes en train de faire reculer les troupes. Mais j'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, si vous me passez l'expression, on est un peu dans l'évocatoire. C'est-à-dire qu'on dit des choses dont on souhaiterait qu'elles se réalisent. Et à un moment donné, il faut voir le rapport de force sur le terrain. Vladimir Poutine a absolument besoin d'une victoire. Il le dit. Il est en train de dire que finalement, il est en train de réaliser son objectif initial qui était de faire cette espèce de couloir du sud-est jusqu'à la Crimée. Force est de constater qu'il a quand même remporté des batailles. Il est présent. Et c'est ça aujourd'hui. Il est sur le point, selon moi, de dire qu'il a remporté une victoire pour éventuellement aller à la table de négociation. Quand on disait tout à l'heure, Volodymyr Zelensky dit non, nous allons continuer à résister. Peut-être, il y a des combats de rue, on l'a vu à Severodonetsk, c'est terrible. Mais il a déclaré ce matin, comme vous avez dit, qu'il y a entre 100 et 200 morts tous les jours du côté ukrainien. Ça ne va pas pouvoir durer très longtemps. À un moment donné, tout le monde va être épuisé. Et c'est l'épuisement des Ukrainiens et peut-être la baisse de morale des Russes, mais les Russes sont là, sont présents. C'est cet épuisement des Ukrainiens qui, un jour ou l'autre, fait que fatalement, eh bien, ce conflit va devoir s'arrêter parce qu'on ne va pas pouvoir continuer, les Ukrainiens, à perdre entre 100 et 200 troupes par jour. Ce n'est plus matériellement, humainement possible. Oui, vous avez raison. Nous sommes arrivés à un stade où l'épuisement des forces ukrainiennes se ressent sur le terrain. Et c'est ce qu'a constaté notre envoyé spécial Michel Scott dans le Donbass. Oui, les pertes ukrainiennes, c'était l'un des secrets les mieux gardés de la guerre. Le président Zelensky a admis finalement 60 à 100 morts par jour. Là, c'est 100 morts par jour et 500 blessés par jour pour son ministre de la Défense. Ce qui est sûr, c'est que le type d'affrontement qui a lieu, par exemple, en ce moment à Severodonetsk, coûte la vie à beaucoup d'hommes. Un officier disait qu'une unité entière pouvait être décimée en quelques minutes, juste après une relève dans la zone des combats. Et nous avons vu des ambulanciers sur ces routes hier, juste à l'arrière du front, qui faisaient des va-et-vient incessants, notamment avec l'hôpital de Barmout. Alors c'est vrai que cette unité parachutiste que nous avons rencontrée hier aussi du côté de Lysychansk évoquait surtout les pertes infligées à l'ennemi, mais s'il y a une hécatombe, elle a bien lieu également du côté ukrainien, avec un impact forcément sur le moral des troupes, d'où le secret imposé.
Et d'autant que tous ces soldats, et ils sont nombreux que l'on voit partir en première ligne, eh bien, savent que ces énormes sacrifices en vie humaine n'empêcheront peut-être pas, in fine, les Russes, de toute façon, de conquérir tout le Donbass. Michel Scott à Kramatorsk avec Antoine Pokry et Lucas Lassalle. C'est une hécatombe que subit l'armée ukrainienne. Oui, et le problème que soulève Michel Scott à la fin de son intervention, elle est bien là. C'est à quoi ça sert? C'est-à-dire qu'il y a un moment où les soldats ukrainiens vont s'interroger sérieusement sur le fait de servir, excusez-moi de l'expression, mais de chair à canon dans une bataille qui est perdue, qui semble perdue quand même à Severodonetsk. Donc c'est vrai qu'autant... au début de cette offensive, il y avait énormément, vous savez, d'échanges sur les réseaux sociaux de soldats russes qui se disaient totalement démoralisés, démotivés. Il y avait les échanges que les Ukrainiens diffusaient avec leurs mères, leurs femmes, où ils disaient « mais je ne comprends même pas pourquoi je suis là ». Et là, ces derniers temps, on voit l'inverse quand même arriver sur les témoignages qu'on a. Ce sont des soldats ukrainiens qui se disent épuisés et qui se demandent un petit peu, en effet, à quoi sert tout ça. On a vu le président Zelensky, au début de la semaine, sur le front, dans le Donbass, essayer justement d'aller remotiver les troupes. Il a pris des risques qui étaient considérables en allant justement en face de Severodonetsk, dans cette ville de Lysychansk, pour dire non, on se bat et on va y arriver. La question du moral des troupes, en ce moment, est décisive, tellement les pertes ukrainiennes sont importantes dans le Donbass. Nous connaissons tous l'increvable formule et le combat, c'est ça, faute de combattants. C'est-à-dire que là, on a une métaphore sportive qui vient assez spontanément à l'esprit, celle de deux boxeurs poids lourds sur le ring, saoulés de coups l'un et l'autre et qui ne tiennent debout que parce qu'ils s'agrippent l'un à l'autre. Et on a en fait un combat entre deux épuisements. Épuisement matériel, évidemment, et épuisement humain. Et c'est là que revient, comme toujours d'ailleurs, le facteur temps. On a bien compris depuis l'échec de la guerre éclair fantasmée par Moscou à la fin du mois de février qu'on assisterait à la fois à une guerre d'usure et une course contre la montre. Une des hypothèses rationnelles du maintien d'une résistance de l'avant, d'une résistance flexible et active sur Severodonetsk, c'est pour la partie ukrainienne de gagner suffisamment de temps pour que puissent être acheminés des moyens lourds et semi-lourds, dont il réclame d'ailleurs l'acquisition à peu près 4 fois par jour, de style lance-roquettes multiples, etc., avec une portée suffisamment longue pour se tenir à l'abri de l'artillerie russe, voire éventuellement la faire un peu reculer. Ça me paraît être la seule version logique de ce qui sinon apparaît comme un sacrifice inutile à ce stade. Alors maintenant, la question est de savoir si ce matériel arrive en nombre suffisant, parce que on a parfois une vision un peu simpliste en Occident. On dit, ah voilà, on a décidé de fournir des obusiers Howitzer, on a décidé de fournir des systèmes HIMARS américains, donc tout va bien. Mais enfin, n'oublions pas qu'il y a plus de 1000 kilomètres, que, évidemment, des convois de cette nature sont exposés à des raids aériens ou à des tirs de missiles russes, et que, quand vous êtes sur place, encore faut-il avoir les opérateurs capables et suffisamment formés pour l'utiliser. Alors, d'après les Ukrainiens, vous avez certains matériels qui sont relativement faciles d'emploi, notamment les canons César, puisque d'ailleurs des Ukrainiens ont été formés par la France pour cela dans le sud du pays. En revanche, côté américain, par exemple, quand on leur dit « mais pourquoi vous n'avez fourni jusqu'à maintenant que 4 HIMARS ?» HIMARS, c'est un système assez sophistiqué de lance-roquettes multiples. Ils disent « mais parce que c'est précisément un matériel sensible, on ne veut pas qu'il tombe dans les mains des Russes, d'abord, et ensuite on veut être certain que les opérateurs ukrainiens, et pas seulement les servants des pièces d'artillerie, par exemple, mais aussi ceux qui sont chargés de la maintenance, ceux qui sont chargés du transport. Vous n'avez pas balancé des armements qui sont ruineux pour les voir tomber dans les mains de l'ennemi ou les voir mal utilisés. C'est pour ça que les Américains, depuis maintenant un certain temps, sont dans une approche graduelle. Voilà, je peux vous donner la liste des courses la plus récente. Allez-y. Là, au 1er juin, j'ai relevé ça ce matin, ils ont livré 1000 missiles anti-chars Javelin, la terreur des tankistes russes, 4 systèmes d'artillerie HIMARS, dont je parlais à l'instant, 4 Mi-17 sont des hélicoptères de combat, 15 000 obus Howitzer, 15 blindés légers, et
Ça, c'est une tranche, la tranche du 1er juin. Et puis peut-être que dans une semaine, 2 semaines, il y aura une autre tranche. C'est pour ça qu'ils veulent en fait tester l'aptitude des Ukrainiens à absorber ce matériel et par ailleurs éviter de livrer trop, par exemple, de munitions. Parce que si vous stockez énormément de munitions de tout calibre à un endroit donné, vous exposez au risque que le stock en question, l'arsenal, soit anéanti. Donc voilà, c'est ce qui explique un peu cette longueur. On va y revenir. Comment peut-on poursuivre la guerre dans ces conditions? D'abord, je vais rappeler 3 points. C'est un bout de parole quand même sur la question militaire. Reprenons un cas historique. La guerre en Finlande, en 1939, 28 000 en gros Finlandais tués, 125 000 Russes. Pour parler des pertes qu'on a aujourd'hui en termes de proportion. Les Finlandais ont perdu. Les Russes n'ont pas hésité, on perd plus de 125 000 sur le terrain après quelques mois de guerre. Donc je pense que nous sommes dans une même logique de guerre aujourd'hui, même mentalité russe face à l'Ukraine. Intéressant, voilà le coût qu'ils sont prêts à payer pour remporter cette guerre. Et avec un peu à peu près, pas similaire mais pas loin, capable de se battre jusqu'au bout parce qu'ils y croient. Mais il y a un moment où il y a une limite qu'on atteint. Deuxième point, on parle de l'artillerie. Il y a quand même 250 pièces en gros qui ont été annoncées, en gros, qui devraient être livrées ou livrées. L'armée ukrainienne, on en a quand même 1800, on avait 1800 au début de la guerre. Bon, il faut quand même bien le rappeler. Et ce n'est pas ça qui va changer au niveau de la campagne militaire quelque chose. Localement, sur une attaque, oui, c'est possible dans une bataille, mais pas dans la campagne. Et puis, troisième point, on va parler peut-être du moral. On parle du moral depuis quelques instants, mais le moral. Les reportages qui ont eu lieu ici sur votre chaîne depuis plusieurs jours montrent plutôt des volontaires, des réservistes. C'est-à-dire que les troupes de métier, celles qui étaient entraînées pour faire la guerre, sont aujourd'hui finalement usées au bout de 3 mois de combat. Elles n'ont pas pu être totalement relevées, elles ont dû être en partie. Mais au bout de 3 mois, on parle de la durée de la guerre. Eh ben, qui fait-on venir en première ligne? Des combattants qui sont plutôt des réservistes, des territoriaux, des volontaires, mais beaucoup moins capables psychologiquement d'encaisser ce qu'ils prennent tous les jours en termes d'artillerie. Donc, moi, je pressens quand même une certaine nombre de faiblesses, aussi une vulnérabilité de l'armée ukrainienne face à la pression russe. Et on arriverait peut-être à un moment donné à des percées réelles dans des lignes tenues par des Ukrainiens qui veulent toujours se battre, mais qui ne sont plus capables de le faire, au moins moralement et sinon en équipement. On va y revenir, parce que c'est un point très important.